السيد نور الدين الزرق هو إطار باحث ومسؤول عن التعاون الدولي حول التعاون الدولي لدى الخزينة العامة في المملكة، وهو أستاذ باحث معروف في مجال المالية العمومية. سيتقدم خلال مداخلته بالتحدث أو حول الإعداد والمصادقة على قانون المالية، فليتفضل مشكورا صديقي الدكتور. شكرا سيدة الرئيسة. السلام عليكم. Je me permets de parler en français, sauf c'est un problème que je parle en arabe, mais les diapos sont déjà préparés en français. Je m'excuse déjà d'avance, mais je me permets de parler en français. Déjà, je remercie Monsieur le doyen, les vice-doyens qui ont été présents avec nous ce matin, les professeurs, Monsieur le Président du Forum, et mes chers collègues et camarades et frères et amis étudiants. Je me considère toujours comme étudiant. Je suis toujours étudiant, on apprend toujours. Donc, et ça, c'est quelque chose d'assez important. Je me permets de vous présenter devant vous aujourd'hui, suite à l'invitation de mes collègues au Forum, l'aspect des procédures d'examen, de préparation et d'examen et de vote, d'autorisation de la loi de finances d'une manière générale, et on terminera peut-être par un petit aperçu également sur la loi de règlement. C'est le parent pauvre des procédures financières, législatives financières. L'esprit, en fait, lorsqu'on parle des procédures d'élaboration et de vote et d'autorisation de la loi de finances, on est davantage dans l'aspect procédural, on est davantage dans l'aspect techniciste de la chose, dans l'aspect où on est par des phases, etc., qu'on y suit à la lettre. Toutefois, vu l'importance de la loi de finances, c'est un acte extrêmement politisé, juridique, politique, juridique, économique, social, psychologique, et j'en passe. C'est un carrefour. Les finances publiques, certainement vos professeurs vous ont déjà parlé de ça, c'est un carrefour d'un ensemble de disciplines, c'est un carrefour de pluridisciplinarité. On ne peut pas les analyser que d'un angle juridique ou du juridisme pur, mais on peut également l'analyser d'aspect économique, on peut également l'analyser d'aspect sociologique, d'aspect psychologique, et notamment la relation avec la fiscalité. Et lorsque vous voyez les grandes manifestations sociales qui s'expriment à travers le monde d'une manière générale, ou à travers notre patrie, à travers notre territoire, il y a du finance quelque part. Et dans tous les cas, l'impôt était à la base de la constitution de l'État. Donc, je vais essayer au maximum de me limiter à l'aspect procédural tout en ouvrant cette intervention pour qu'il ne soit pas sèche. Pour le débat, on va également l'ouvrir sur d'autres aspects peut-être qui intéressent les modalités d'examen, qui intéressent les finances publiques. Alors, mon intervention s'articulera autour de 4 points. La loi de finances qui est l'enjeu, c'est ce que je viens de dire. Les enjeux politiques, les enjeux économiques, les enjeux sociaux, et la préparation de projet de loi de finances vers la démarche performance. Mais là, je passerai en éclair parce que mon collègue interviendra tout à l'heure dans la démarche performance, donc et là je passerai moi personnellement moral kirami à un mot. L'autorisation parlementaire, quelle évolution? Parce que là on est dans une évolution perpétuelle des procédures en termes parlementaires. On passe d'une procédure d'autorisation classique à une procédure d'autorisation dans la démarche LOLFIC. Lorsqu'on dit démarche LOLFIC, ça veut dire la démarche qui en sort de la loi organique des lois relatives à la loi de finances 133/2015, et on aboutira à ce que j'appelais, ce qu'on appelle dans les finances publiques modernes, l'échaînage virtuel entre la loi de règlement et la loi de finances. C'est qu'on ferme cette chaîne parce que quelque part on sera dans une programmation triennale glissante avec des années fixes et des années modifiables qui se refixent au fur de la programmation. Alors, je commencerai. J'ai combien de temps? 20 minutes? 20 minutes. D'accord. Donc, je commencerai par dire déjà, lorsqu'on parle finances publiques, il faut se mettre déjà dans la Constitution. Il y a énormément de dispositions constitutionnelles qui régissent la sphère ou l'ordre financier de l'État.
et des collectivités territoriales. Nous descendons d'un petit cran, on trouvera également les aspects relatifs à la loi, qui sont inclus dans la loi organique relative à la loi de finances et dans les autres lois organiques, les lois organiques relatives aux collectivités territoriales, les 3 lois relatives aux collectivités territoriales, les communes, les provinces et les régions. On les trouve également dans un ensemble de textes législatifs, des lois normales, j'allais dire, des lois ordinaires, le Code général des impôts, le code des douanes, les impôts indirects, et j'en passe. Et on les trouve également dans les aspects réglementaires. Bien sûr, je parle dans une université pluridisciplinaire. La hiérarchie des normes, je pense, c'est déjà acquise dans l'introduction à l'étude de droit dès le départ. Donc on est dans cet cheminement, et l'aspect réglementaire, il y en a plusieurs dispositions. Également, lorsqu'on analyse l'élaboration de la loi de finances, on se remet également dans une situation économique. Alors, dans une situation économique, dans une situation sociale, dans une situation également de gouvernance, de gestion de la sphère publique d'une manière générale, la gestion des affaires publiques d'une manière générale. Les phases, moi, toujours devant mes collègues, lorsque je fais cette présentation, je la présente sous forme de scène théâtrale, de pièce théâtrale avec 3 actes. Il y a un premier acte qui se déroule au niveau de l'administration, au niveau des technocrates, avec une sphère politique de gouvernement. Il y a un acte qui se déroule dans l'aspect politico-politique pur, c'est l'aspect autorisation au niveau du Parlement, et il y a un aspect qui reviendra aux technocrates purs, qui est l'exécution de la loi de finances. Donc il y a 3 actes dans la vie d'une loi de finances, 3 phases de vie. C'est la phase de préparation et élaboration, phase autorisation, examen et vote par le Parlement, et phase exécution. Et après, un chaînage d'ensemble de pilotage, si j'ose dire, un chaînage de contrôle exercé par un ensemble d'institutions de contrôle, les juridictions financières, les inspections générales plutôt, et les JF, les GAT, et j'en passe, et les inspections générales des ministères, et en fin de compte, un contrôle politique au niveau du Parlement. C'est pourquoi j'ai opté à présenter également la loi de règlement. Alors, partant de là, je pense que vous avez déjà vu une loi de finances, vous avez déjà manipulé une loi de finances, vous avez déjà étudié qu'est-ce que c'est qu'une loi de finances. Au Maroc, on a la loi de finances, c'est tout acte qui autorise, qui prévoit, autorise par nature, etc., pour une année, les dépenses et les recettes, ou les charges et les ressources de l'État. Une loi de finances est composée de 2 parties, pour vous donner l'image. Elle est composée de 2 parties. Une première partie où ils sont énoncées les conditions générales de l'équilibre financier. À savoir, et là, il y a 3 titres en fait. Un titre relatif aux recettes publiques, un titre relatif aux charges et un titre relatif aux dispositions de l'équilibre de ressources et des charges de l'État. Et une deuxième partie qu'on appelait, vous allez trouver si vous manipulez la loi de finances, ce qu'on appelle les moyens de service, ça veut dire de quoi, c'est ce que va faire l'État. Et là, c'est un ensemble de tableaux A, B, C, D jusqu'à G, qui énoncent soit par dépenses de fonctionnement, par dépenses d'investissement, ou par dépenses de dette, un ensemble, ou par ce qu'on appelle les supports budgétaires, le budget général de l'État, les services d'État gérés, les budgets des services d'État gérés de manière autonome, et les comptes spéciaux du Trésor. Et là, j'ouvre la parenthèse, je la ferme immédiatement. Ce sont des comptes, j'allais dire, transparents et non pas sans intersoudaire, comme on dirait la presse. D'accord? Donc, et j'en passe tout ça. Alors, cette loi de finances est préparée en trois étapes, comme je dirais. Je commencerai par l'étape au niveau du gouvernement. Ça démarre par l'élaboration d'une esquisse, ça démarre au niveau du ministère des Finances, puis on passe à l'ensemble des autres départements pour en arriver à un conseil de gouvernement et un conseil de ministres, parce que c'est une des lois spécifiques qui passe devant le conseil des ministres. À travers la réforme de 2011, le conseil de ministres est devenu davantage dans les orientations stratégiques.
et non pas dans l'ensemble des textes de loi et dans l'ensemble c'est simplement l'aspect sécuritaire, l'aspect défense, l'aspect stratégique de l'État qui passe devant le Conseil des ministres, et le reste, la majorité des textes législatifs et réglementaires passent devant le Conseil du gouvernement, et je pense que vous n'êtes pas sans manquer, vous êtes au courant de tout ce que je viens de dire. Alors, cette phase, nous allons la travailler ainsi. Donc on commence par le ministère des Finances. Qu'est-ce qui fait le ministère des Finances à partir de là? Une des choses qu'il fait et qui sont intéressantes, c'est qu'il doit quand même analyser la conjoncture économique et sociale du pays, la conjoncture internationale, et faire sortir l'idée de base d'un équilibre. Les économistes, ne parlant d'équilibre économique et financier, l'équilibre économique, vous le savez, c'est le carré magique, le positionnement des 4 points sur le repère des carrés magiques. Les économistes, je pense à partir de la première année, on est dans ça. Je parle de la première année parce que je suis ancien, je suis dans le système ancien. Je pense que mais bon, donc, moi je suis dans le système des 4 années déjà. Donc, ce qui fait, je parle dès le départ, on est dans le carré magique pour l'équilibre économique. Pour l'équilibre financier, c'est une notion qui reste quand même tributaire de l'équilibre économique, mais qui a également un aspect tributaire de la volonté de prélever de l'impôt et de la volonté de maîtriser, d'augmenter les recettes et de maîtriser les dépenses d'une manière générale. Donc, une étude qui se fait de ces conjonctures internationales et conjonctures nationales permet de faire ressortir le cadre macroéconomique. On analyse le taux de croissance et c'est tendanciel dans le temps, et également on analyse les orientations du programme gouvernemental, les orientations royales, les estimations des dépenses qu'on peut faire déjà, les dépenses votées qui sont engagées, qui sont déjà dans les programmes du gouvernement, les stratégies de développement de chaque département ministériel, etc. Cette phase aboutit à l'élaboration d'une esquisse préliminaire, je dirais, détaillée du budget. C'est une esquisse, j'allais dire, très démarrage. Et ce qui est important à cette phase, c'est qu'on fait ressortir une situation des charges et de ressources de trésor et un cadre économique. À partir de là, dans cette situation, les acteurs qui jouent sont les acteurs du ministère des Finances. La direction du budget qui est chef de file, qui pilote l'opération, la direction de trésor et de finances extérieures parce qu'il a le flair de ce qui se passe à l'international et qui gère la dette publique, la direction des États, j'arriverai à ça, la direction des prévisions économiques et financières, la DEPF, parce qu'elle a les outils d'analyse et c'est elle qui élabore le rapport économique et financier, et la trésorerie générale du Royaume comme producteur de l'information comptable et financière de l'État, la direction générale des impôts, l'administration des douanes et des impôts indirects, et la direction des domaines de l'État, la direction des établissements publics et de la privatisation. Ces quatre dernières directions, parce que c'est à partir de là que ça vient les principales recettes de l'État. C'est vrai qu'il gère les principales recettes de l'État en termes de recettes fiscales et de recettes non fiscales, recettes ordinaires, recettes non ordinaires, je pense, selon les natures lorsqu'on les présente pour un module de formation. Et il y a les autres départements qui qui ont des recettes, mais ça c'est dans l'information parce qu'ils sont recouvrés par la Trésorerie générale du Royaume, et c'est dans l'information financière qu'on retrouve les autres recettes qui ne sont pas fiscales. Et il y a les dons et legs, et l'aspect, ça c'est géré par la direction de Trésor et Finances extérieures. Cet ensemble des directions travaille sur combien pourra l'État relever comme impôt, comme ressources, combien il aura comme ressources dans une estimation future. Et on commencera à voir quels sont les projets déjà qu'on a dans le pipe. Et à partir de là, on passera à trouver cette esquisse qu'on doit présenter au gouvernement. Le ministre des Finances, dans ce cas, fait un exposé devant le Conseil du gouvernement.
Cet exposé du ministère trace l'ensemble des cadres budgétaires, etc., le cadre international, le cadre national, et j'en passe. Et à partir de cette discussion, on entame la discussion au niveau du conseil de gouvernement avec les autres départements. Et à partir de là, à partir de cette discussion, il y aura la lettre, ce qu'on appelle la lettre d'orientation générale, qui intervient. Une lettre d'orientation générale qui avant on appelait la lettre de cadrage, puis après la note d'orientation stratégique. Bon, il a passé par différentes appellations, mais là on est dans la lettre d'orientation générale qui émane du chef de gouvernement. Cette lettre représente, pour la voir, c'est à peu près 14 à 15 pages, et elle retrace les orientations royales, puis le programme de gouvernement, les objectifs du gouvernement par rapport à la loi de finances, et invite les départements ministériels à présenter leurs projets et leurs programmes, à préparer à partir de cette lettre, chaque département commence on passe à la troisième phase. Chaque département commence à préparer ce programme en fonction, et là je reviendrai à la démarche d'Olfi. C'est une démarche de performance, c'est tout un débat, ce qu'on appelle un dialogue de gestion qui se fait au niveau de chaque département. Je pense que mon collègue ira dans cette analyse. Donc, à partir de là, on commence le travail sérieux dans la loi de finances, c'est vers mars-mai de l'année N, pour préparer l'année N+1. Un autre débat commence entre les départements ministériels et le ministère des Finances. Ça, j'allais dire, c'est ce que vous appelez les discussions budgétaires, ce que vous appelez les négociations budgétaires. Certains l'appellent également les commissions de discussion budgétaire, etc. C'est un ensemble de vocabulaire qu'on utilise, mais l'essentiel dans cette étape, c'est des négociations qui se font entre le ministère des Finances, direction du budget principalement, et les autres départements, ce qu'on appelle le langage du ministère des Finances, un langage spécifique. Je suis à les galvaudés à travers les ministères des pensiers. D'accord, il y a le ministère des Finances et le ministère des pensiers. Donc, il y a deux qui étaient surprenants. En fait, il y a également d'autres recettes qui sont élaborées par là. À ce moment, ces discussions, il peut y avoir des litiges, il peut y avoir des accords, mais on est dans une discussion, c'est du marchandage financier autrement, mais à partir des objectifs bien clairs. Fin de cette phase, on est dans une mouture, on a une mouture de projet de la loi de finances de l'année prochaine. Entre-temps, il y a un autre acteur qu'on doit l'informer, c'est le Parlement. Et là, le Parlement l'informe à un niveau assez important, c'est lors d'un exposé que le ministre des Finances. Moi, je vous fais des schémas, je pense que les professeurs de finances publiques à l'université ont la capacité de vous analyser ça en détail, parce que dans 20 minutes, on ne peut pas faire le module qui prend peut-être à peu près 6 mois. Mais dans tous les cas, moi, je vous brasse les choses, et dans le débat, on peut en faire. Il y a une intervention assez importante, c'est l'exposé que fait le ministre des Finances auprès des commissions des finances des deux chambres de Parlement réunies. C'est un exposé qui trace la situation, les réalisations jusqu'au 30 juin. Cet exposé intervient normalement, il devrait intervenir avant la mi-juillet. Sûrement vous le suivez dans la télé, vous le suivez également dans la presse. C'est un exposé que le ministre des Finances dit, voilà où on est pour l'exécution de la loi de finances de l'année en cours, voilà les diagnostics qu'on fait des évolutions que pourra avoir les économies, les développements économiques à l'international et les agrégats à l'international, voilà notre situation économique, voilà nos agrégats économiques, et voilà les tendances que le gouvernement pense pour l'année prochaine. C'est un exposé qui est suivi de débat, mais qui n'est pas suivi de vote. C'est une simple phase d'information. Donc, pour que vous aurez cette idée, il n'est pas suivi de vote.
5 représentants a par exemple jusqu'à 54 heures d'intervention. Un groupe qui a 2 parlementaires aura 3 à 5 minutes d'intervention dans le débat général. C'est en fonction on partage les horaires de travail sur le nombre des parlementaires et c'est proportionnel. Ces 3 jours de débat, ce qu'on appelle le débat d'ordre général, le débat d'ordre général ne peut porter, il fait prétexte, en arrière-plan des débats il y a la loi de finances, il y a le projet de loi de finances, mais il interroge le gouvernement sur la politique générale, sur son action, sur ses programmes, sur son activité, sur ses réalisations et sur ses pronostics, ses perspectives. Donc il brasse l'aspect politique, c'est un débat intéressant, on voit vraiment les tendances politiques s'affichent. Ce débat est suivi d'une réponse du ministère des Finances, une réponse à l'ensemble des questionnements posés, une démonstration de la position du gouvernement, et après on passe au débat plus détaillé, article par article. Autrement, le ministre des Finances présente les articles et les explique, et les représentants de la nation s'interrogent, prend position, etc. Cela demande également des éclaircissements. Et là, le ministre des Finances doit éclaircir, ils peuvent demander d'autres documents au-delà des 13 rapports qui accompagnent la loi de finances. Donc, il peut aller dans ce sens. Et présenter d'autres documents, d'autres rapports, d'autres notes, d'autres informations. Fini ces débats spécifiques, ce débat technique, article par article, on passe à la présentation des amendements. Chaque groupe parlementaire ou une partie, un ensemble de groupes parlementaires ont le droit d'amender la loi de finances. Donc tout le monde a le droit d'amender la loi de finances dans des conditions bien précises et qui sont prescrites dans la loi, qui sont incluses dans la loi organique et dans le décret sur la réalisation, je parlais davantage dans le règlement intérieur des 2 chambres de parlement, les deux règlements intérieurs. Donc, les amendements, les groupes parlementaires ont un délai pour présenter leurs amendements. Les amendements sont présentés, envoyés au ministère des Finances. Je vous trace le processus en détail là-dedans. Parce que c'est une partie quelque part qu'on ne voit pas comme académicien, on la voit comme praticien, on est dedans. Et c'est une partie par ailleurs qui n'est pas très publique, qui n'est pas visible à tout le monde. Donc il y a les propositions les amendements qui sont déposés, soit les majorités déposent des amendements à elles, ceux à elles, ou chaque groupe dépose ses amendements, ou l'opposition également peut être conjointe dans des amendements, ou chaque groupe parlementaire peut déposer ses amendements. Ces amendements, une fois déposés, sont envoyés au ministère des Finances pour préparer les réponses. Et après, on passe à la procédure de discussion, on présente l'amendement, présente l'article, le ministre présente l'article, les parlementaires présentent l'amendement qu'ils ont proposé, et la réponse du gouvernement, puis suivie d'un vote pour cet amendement, on l'accepte, on le refuse, on s'abstient du vote, etc. Jusqu'à la fin de l'ensemble des dispositions de la loi de finances. D'accord ? Les articles les plus importants qui sont les plus discutés, c'est davantage l'article 5 et 6. 5 et 6, pourquoi? Parce que c'est 5 qui est modifié, les dispositions, ça dépend de l'architecture de la loi de finances, mais davantage c'est l'article 5 et 6, 4, 5 et 6, parce que c'est dans ces articles où il y a le code général, le code des douanes, puis suivi le code général des impôts, puis suivi également des aspects budgétaires à partir de l'article 7, 8 et j'en passe. D'accord? Donc, cette phase de discussion, cette phase de vote par amendement, toutefois les amendements ne sont pas recevables dans 2 cas. Un, lorsqu'ils sont de caractère à influencer l'équilibre de la loi de finances, supprimer une recette ou augmenter une dépense d'une manière à influencer l'équilibre présenté par la loi de finances, et deuxièmement, lorsqu'ils sont d'ordre purement réglementaire, ils n'entrent pas dans l'aspect législatif. D'accord ? Voilà, donc après cette phase, on passe au vote de la loi de finances. On vote la loi de finances article par article, et
donc on passe et on vote le titre recette d'une manière globale avant de passer au vote de l'aspect moyen de service ou l'aspect charge. Puis, ça toujours, on est dans la commission de finances. D'accord? Entre-temps, chaque département ministériel, dans la commission permanente en fonction de son département, est en train de discuter son budget départemental, son budget du département. Et là, elle présente son rapport de performance et ses projets et présente son volet dans la loi, son chapitre ou ses chapitres de la loi de finances. Et ce cadre-là est également suivi d'un vote. Une fois qu'on termine le vote au niveau des commissions, on revient à la commission des finances pour voter la loi de finances d'une manière générale, article par article, puis l'ensemble de la partie recette, puis l'ensemble de la partie dépenses. Et on passe, une fois, puis le vote global de la loi de finances, et on passe à la séance plénière à laquelle on doit voter également de la même manière. On présente l'article, le ministre présente l'article, on présente les amendements, puis on vote les amendements, puis on vote l'article, etc. jusqu'à ce qu'on termine la loi de finances et on vote la loi de finances d'une manière générale. Une fois cette loi de finances est votée avec les amendements qui sont introduits, acceptés et introduits au niveau de la Chambre des représentants, on l'envoie à la Chambre des conseillers. C'est le même déroulement que la Chambre des représentants, je vous fais l'économie. Et j'arrête à un niveau. Hein? Voilà, donc une fois voté la loi de finances, les délais, la Chambre des représentants a 30 jours de délai pour voter la loi de finances, la Chambre des conseillers a 22 jours, et la deuxième lecture c'est 6 jours, donc, et on nous reste 10 jours au cas où il y aura une saisine de la Cour constitutionnelle. La troisième, une fois cette loi de finances est votée, elle est publiée au bulletin, elle est ratifiée puis publiée au bulletin officiel et on commence la phase d'exécution. La phase d'exécution, on a deux acteurs, c'est les ordonnateurs et les comptables, et ils ont une relation, un engage liquide et mandate, et l'autre contrôle et paye la recette de la dépense. Je vous fais un simple passage à la loi de règlement, pour la simple raison, la loi de règlement, c'est le parent pauvre, il passe 5 minutes les commissions, il passe inaperçu les analyses qu'on a en finances publiques, mais c'est une loi qui est assez importante. Pourquoi? Parce que celle qui constate et ratifie ce qui a été exécuté et il affiche le résultat comptable. Et ça, la différence par rapport à la loi de finances, c'est qu'il y a deux autres acteurs qui interviennent. C'est au niveau de la Chambre des représentants, elle est discutée au niveau de la commission du contrôle des finances publiques, et non pas auprès de la commission des finances de la Chambre des représentants. C'est la commission des finances et développement local qui la traite au niveau de la Chambre des conseillers. Et ce qui est important, c'est l'intervention de la Cour des comptes à ce niveau. La Cour des comptes intervient, et peut-être vous avez déjà vu, intervient dans la déclaration générale de conformité et intervient également dans un rapport sur l'exécution de la loi de finances. À la fin, je termine par ça, à la fin, il se dégage un solde, et ce solde, c'est la trésorerie générale du royaume qui le comptabilise au niveau du découvert du trésor. Désolé d'être assez long. D'accord. Merci à vous.